Nous vous présentons ces travailleurs sur la préhistoire dans notre voyage en Dordogne. Nos camarades parleront de la grotte d'Iasco, du Musée national de la préhistoire et du parc archéologique du Vénia. Nous espérons que vous aimerez ce travail. Nous parlerons de la grotte de Lascaux et de plusieurs musées. La grotte de Lascaux est l'une des plus importantes grottes du Paléolithique. La grotte de Lascaux a été fermée au public en raison de la conversation. La grotte a été découverte le 12 septembre 1940 par 4 adolescents. Un des musées s'appelle le Musée national de la préhistoire. Son objectif est de faire découvrir les cultures des périodes paléolithiques. Dans le musée, avec des colliers et des bifaces très antiques. Dans le Musée national de la préhistoire, nous avons vu plusieurs animaux préhistoriques. Nous avons aussi fait des ateliers travaillant les silex dans le parc archéologique de Bénia. Dans cet établissement, nous avons vu une réplique d'une ville du néolithique. Nous avons vu comment vivaient les préhistoriques. Nous avons mis une petite exposition sur Lucie et Australopithecus. Lucie a 3 millions d'années. Il a été notre exposition. Il a été un plaisir. Notre voyage à Danse. On commence le voyage. À l'autobus, les filles est nerveuse de l'arrivée. Lundi, 1er juillet de l'Arctique. Nous nous trouvons devant la porte du collège et montons dans le bus pour aller au centre d'accueil des enfants, où nous nous séparons dans des groupes. Groupe 1, ferme pédagogique. Le premier groupe s'est dirigé vers une ferme pédagogique pleine d'animaux. Dans la ferme, il y avait des chèvres, un âne, un mouton, des lapins, des chiens. Les chèvres étaient très sympas. Et aussi, après avoir pris les animaux, on a fait du beurre. Groupe 2, expérience avec l'énergie renouvelable. Utilisation du soleil par l'homme. La mise en place d'un panneau solaire photovoltaïque et d'un four solaire. Panneau photovoltaïque. On peut mesurer la température sans le verre et avec le verre. Et nous voyons que si le verre est élevé, la température augmente. La neige. On a pris les bosses et on est allé à la forêt pour manger et voir les sapins. Les élèves étaient nerveux à cause de la neige. Route du bois, visite du bois. Comment étudier les bois? Quelle utilité a-t-il? Comment entrer les déchets? On a vu le processus de transformation du bois, récemment coupé en différents matériaux. Mardi, les musées de Michelin. À Clermont-Ferrand, nous avons vu le musée Michelin, qui est une entreprise qui fait de pneumatiques de toutes sortes. Les types. Michelin fait de pneumatiques depuis 1889. Les fondateurs sont les frères André et Eduardo Michelin. Le musée raconte l'histoire de cette entreprise. Au musée, il y a beaucoup de choses comme entrer une voiture et aussi des consoles Xbox. Nous nous y sommes bien amusés. Clermont. À Clermont, nous avons vu la cathédrale de la ville. C'est une cathédrale très importante et grande.
La cathédrale, très visitée par les touristes, a une hauteur de 43 mètres. Clermont-Ferrand est une ville du centre de la France, préfecture du département du Puy-de-Dôme, un chef-lieu de la région d'Auvergne. En partie pour des raisons historiques, la ville est souvent appelée Clermont. Elle est la 23 communes de France avec 467 178 habitants et en 2011, elle est possédée la deuxième aire urbaine de France. Le mercredi. Le matin, on a joué au badminton au collège et on a visité une chaufferie. C'était très intéressant. Après, on a mangé avec le correspondant au collège et on est parti chez eux. L'après-midi, on a joué au foot avec le correspondant. Espagne a gagné. La remise des prix. Le soir, on est allé à la mairie et on a donné des cadeaux à Madame le maire de Tence. Il y avait de la nourriture et des boissons pour tout. Finalement, on a fait une fête où on a donné des cadeaux au collège de Tence et quelques filles ont fait les danses typiques. Retour en Almeria. Les Françaises. Lyon. La place de Lyon. Avignon. Et le théâtre. Nous avons fait une arrêt à Avignon pour manger les crêpes. On va vous présenter le Paris avec une chanson. Comme nous sommes multilingues, la chanson est en anglais. She's
spécial qui s'appelle Mazda. Masdar, c'est une ville qui est située à Abu Dhabi. Cela, c'est une ville de l'air. Et bon, Masdar est assez spécial parce qu'elle est la première ville au monde qui est 100% écologique et soutenable. Elle va coûter 20 000 millions de dollars qui seront payés pour les chefs de ces pays d'Abu Dhabi. Cet argent provient du pétrole. C'est un peu un paradoxe parce que l'argent pour faire une vie 100% soutenable provient d'un des polluants les plus importants du monde qui c'est le pétrole. Cette ville sera finie en 2020. Les caractéristiques principales de cette ville, c'est qu'il n'y aura pas d'émissions de gaz polluants. En plus, tous les déchets seront recyclés et il est prévu pour que le matériel de transport et l'alimentation soient durables. Cela veut dire que dans ces villes, on fournira les besoins du présent, mais sans compromettre les besoins du futur. Cela, c'est qu'on comprend comme développement durable. Finalement, cela fera que vivre dans ces villes nous rend une qualité de vie plus bonne et aussi plus de bien-être. Les caractéristiques de la ville peuvent être très bien vues avec cette image. Parce que là, dans les bâtiments du Roche, on peut voir des panneaux photovoltaïques qui fourniront de l'électricité toute la ville. En plus, dans les bâtiments de mon endroit, on voit l'autre modèle de murs qu'il y aura, qui sont caractérisés parce qu'ils permettent de passer la brise pour que l'air conditionné ne soit pas si important, mais il ne laisse pas passer les soleils et la chaleur qui sont très durs au dessert. D'autres caractéristiques de la ville, c'est qu'elle est entourée d'une muraille qui permettra de passer la ville pour que la ville soit plus fraîche et ne laissera pas passer les soleils. Et finalement, l'eau proviendra d'une plante de désalinisation, car cette ville est très près de la mer et obtenir de l'eau par une autre méthode pour 40 000 personnes qui vivront dans cette ville sera très difficile par d'autres méthodes. Finalement, dans les transports, il y a aussi une chose très caractéristique de cette ville, que les véhicules privés sont interdits. Donc on ne peut pas entrer dans ces villes avec notre voiture normale. On ne peut utiliser qu'un transport vide qu'on peut voir dans l'image. Et aussi, comme dans les autres villes du monde, se promener à pied. Dans cette image, on peut voir les véhicules qu'on va utiliser dans les transports vides et qui ont une capacité de 4 personnes. Après, dans la diapositive suivante, je ne sais pas si cela va être possible, mais j'ai préparé une petite vidéo qui est extraite de l'internet où on va pouvoir voir, si c'est possible, la ville et aussi ses méthodes de transport. La vidéo c'est très court, environ 1 minute. Des petites cabines à 4 places, fonctionnant à l'électricité, circulent sur une voie équipée d'éléments magnétiques tous les 5 mètres pour les aider à se diriger. C'est le seul véhicule autorisé à se déplacer dans Masdar et son circuit se fait sous les entrailles de la ville. Une fois à la surface, ce qui frappe le plus, c'est la fraîcheur. Il fait en moyenne 10 degrés de moins dans les rues de Masdar que dans celles d'Abu Dhabi.
grâce à l'architecture de la ville. Inspirée des anciennes citadelles du désert, même l'orientation des bâtiments par rapport au soleil a été calculée. Vous voyez ici que toutes les fenêtres sont ombragées. Elles ne sont donc pas exposées directement au soleil. On a moins besoin d'air conditionné. Ici, les rues ne font pas plus de 6 mètres de large pour préserver l'ombre. On a modernisé le système des badjirs, les tours avant des anciennes cités persanes, qui font redescendre l'air frais. Pas de façade vitrée exposée plein sud, les balcons sont ouvragés pour laisser rentrer la lumière mais pas la chaleur dans les appartements. Tout cela pour utiliser le moins d'électricité possible. Une électricité obtenue grâce au solaire, dans un pays où le pétrole est roi, c'est une nouvelle façon de penser. Je suis un élève de première de Vachiva et je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est les 7e continent et à quoi consistent les problèmes de cette accumulation de déchets. Dans le nord-est du Pacifique, entre la Californie et Hawaï, les déchets produits par les activités humaines et déversés dans les océans sont acheminés par les courants marins versant un nouveau continent de la Terre atteint près de 3,1 millions de kilomètres carrés. Et on peut voir dans l'image l'activité des courants et l'accumulation de ces déchets. Et ainsi, selon des observations effectuées depuis plus de 15 ans sous l'effet des courants marins, les déchets provenant des littoraux des navires flottent pendant des années avant de se concentrer dans deux lacs qui sont connus sous le nom des plaques de déchets du Pacifique Est et plaques de déchets du Pacifique Ouest. Ici, on peut voir les deux plaques. Il y a une petite séparation, mais selon les investigations, ils sont en train de se rejoindre. Ces deux plaques forment la grande plaque de déchets du Pacifique, un monstre dont la Terre aurait déjà triplé depuis les années 90 et qui soit près d'un tiers de la superficie de l'Europe ou encore 100 fois la superficie de la France. Et jusqu'alors, les débris flottants étaient détruits par les micro-organismes, mais cela n'est plus le cas avec l'arrivée du plastique. En effet, le plastique constitue 90% des déchets flottants sur les océans. Et les programmes des Nations Unies pour l'environnement mentionnés en juin 2006, on trouve en moyenne 46 000 morceaux de plastique par 2,5 km² d'océan sur une profondeur d'environ 30 mètres. Et ce continent de déchets plastiques rassemble davantage une source de plastique constituée de macro-déchets parcés, mais surtout des petits éléments invisibles sans infime observation. Et c'est en filtrant l'eau que l'on découvre une mixture composée de petits morceaux de plastique qui sont fractionnés, mais aussi des granulés de plastique qui sont utilisés comme matière secondaire pour fabriquer les objets en plastique. Dans ces échantillons, on peut voir la grande concentration de plastique qu'on trouve dans un échantillon d'eau recueilli dans l'environnement de ce continent. Et on peut voir que dans cet endroit, la quantité de plastique dans l'eau de la mer est jusqu'à 10 fois supérieure à celle du plancton, milieu élémentaire de la vie dans les océans. Et on parle alors de plancton plastique. Et on peut voir aussi les conséquences dans les animaux de ces continents de plastique, dans les tortues, les oiseaux et les poissons. Et chaque année, environ 250 millions de tonnes de plastique sont produits. Plus de 10% se retrouvent dans le feu des filières de traitement. Dans le même temps, 6 millions de tonnes de déchets sont jetés directement à la mer par les navires. Et les plastiques biodégradables ne représentaient en 2012 que 0,25% de la production mondiale. Dans ces conditions, à l'absence de mesures radicales, la géo du Pacifique Nord pourrait atteindre la tête de l'Europe d'ici en 20 ans d'années. Et finalement, en fait de plus, la surconsommation serait à l'origine des dégradations dont l'ampleur dépasserait la fiction. Et ce n'est pas pour nous rassurer, mais toute l'agitation verte actuelle ne semble rien y changer. Plus que jamais, nous avons tous un rôle à jouer.